Bienvenue à tous dans notre Zoom du jour, aujourd'hui en compagnie d'Alexis Le Gaillet. Bonjour monsieur. Bonjour. Alexis Le Gaillet, vous êtes romancier, vous étiez déjà venu il y a quelque temps, c'était en compagnie de Martial Bild, nous présenter ce roman Bienvenue au paradis sur l'antispécisme et le transhumanisme. Votre dernier roman, le voilà, Délivrez-nous du mal, mal avec un accent évidemment, un accent circonflexe et un E. Donc voilà, ce petit roman dont je fais le résumé, on tournera autour des thématiques que vous abordez, voilà, dans un futur proche. Alain Barfol, professeur de philosophie de gauche, commet un acte jugé sacrilège contre une femme. Il est alors interné dans un centre de rééducation où on lui impose de se défaire des stéréotypes machistes. Au cours de sa peine, il est aussi enlevé par un groupuscule masculiniste. Il devra alors choisir entre les deux voies. Est-ce que, Alexis Le Gaillet, au fond, aujourd'hui, le machisme est devenu une maladie ? En tout cas, il y a un discours qui tend à le faire passer pour tel, à accuser, disons, les formes traditionnelles du mal d'être le mal, d'incarner le mal. Précisément parce que ce qui est accusé en priorité, c'est la forme du désir masculin. Les hommes ne désirent pas comme les femmes, ni selon le même rythme, ni selon la même forme. Et ça occasionne une foule d'actes qui sont aujourd'hui, disons, accusés. Autour de MeToo, balance ton porc. Voilà, ce genre de choses, qui sont symptomatiques d'une transformation du rapport qu'il y a à la masculinité chez nous aujourd'hui. Il y a quelques décennies, l'homosexualité était encore perçue comme une maladie mentale. Est-ce que c'est le même processus au fond ? Alors, dans mon roman, c'est le cas. Aujourd'hui, évidemment, le machisme n'est pas considéré comme une maladie mentale, mais on peut imaginer que ça sera un jour le cas. Notamment, il me semble me souvenir que l'Association américaine de psychologie, en 2018, a catégorisé le machisme ou le sexisme comme, non pas comme une maladie mentale, mais comme quelque chose de l'ordre de qui ressemble à ça. Je ne me souviens plus exactement du terme, mais qui ressemble à ça, parce que ça fait souffrir ceux qui la déploient. C'est compliqué pour un homme, et ça fait évidemment souffrir les autres. Et ça, j'avais lu ça dans un article, je crois, de Causeur. Machiste au féminin, rappelez-nous, ça fait quoi ? Machiste au féminin ? Ouais. Alors ça, macho, ça veut dire homme. Donc machiste au féminin, ça serait quoi, à votre avis ? Je sais pas, je pensais à une insulte qui commence par S et qui se termine par hop. Non, je sais pas. J'y avais pas pensé, mais en effet, c'est possible. Alors, il est question dans ce centre de rééducation dans lequel le héros est envoyé de rendre les hommes comme des femmes pour abolir la violence. Quand on vous dit que les femmes sont des êtres non violents, ça vous évoque quoi ? Alors, traditionnellement, l'homme est du côté du guerrier, de la conquête, de la lutte, et souvent on dit que la femme est du côté de la douceur, de la tolérance, du dialogue. Et au fond, c'est toutes ces valeurs-là qu'on va tenter d'inculquer à ce pauvre Alain Barfol, afin qu'il quitte sa position de mâle dominant. Après, tout le livre montre ou semble montrer, encore une fois c'est une fiction, à voir si ça correspond ou non à de la réalité, c'est pas un essai, donc... Mais oui, ce à quoi on tente de rééduquer Alain Barfol, c'est donc à ces valeurs-là. Alors maintenant, est-ce que ces valeurs-là, véritablement, elles sont ce qu'elles disent être ? Il semble bien que, en tout cas, c'est l'hypothèse que je déploie dans cette fiction-là, c'est qu'on ait affaire ici à une forme de perversion. À savoir, Alain Barfol est accusé d'être un pervers sexuel, mais c'est une autre forme de perversion qu'on pourrait dire une perversion puritaine, des pervers puritains qui, au nom du bien, de la douceur, du dialogue, etc., font souffrir comme c'est pas possible ce pauvre Alain Barfol et tous les hommes qui sont insérés dans le camp masculiniste, de telle façon qu'au nom du bien, c'est une forme de vengeance bassement classique, comme quand... Et là, il n'y a aucune limite. Alors là, il n'y a aucune limite. À partir du moment où on est victime, on peut devenir un bourreau sanguinaire. Voilà, c'est ça. Enfin, sanguinaire, non. Justement, parce que malgré tout, on va materner. À la fin, on materne. Oui. Quand l'homme abdique et qu'il pleure, alors là, on peut le materner parce que, de toute façon, il a compris qu'il était le maître. Et sur le fait que les femmes seraient dénuées de violence.
Oui, mais ça c'est quelque chose qui correspond manifestement pas, en tout cas ni à mon expérience, ni à l'expérience générale. Il semble bien, enfin c'est ce que dit Freud par exemple, il dit que si on analyse nos désirs inconscients, on est tous des assassins. Et aujourd'hui, il faudrait dire tous et toutes, puisque maintenant on fait une distinction qu'on ne faisait pas auparavant et qu'on est presque contraint de faire du fait de l'évolution de la langue. Alors, tous des assassins, voilà. Oui. Ce pauvre Alain Barfoll est également privé de viande lors de son séjour. C'est quoi le rapport entre le véganisme, le végétalisme et le féminisme? Alors, ici, je peux l'établir via le concept de Derrida de carno-phallocentrisme. Donc, Jacques Derrida, le déconstructeur. C'est ça. Donc il construit au détour d'un écrit, il le répète 2 fois, je crois, ce concept de logocentrisme, j'ai oublié. Donc c'est le lien entre le fait que l'homme, c'est celui qui mange de la viande, c'est celui qui a un phallus, donc qui domine les femmes et qui les pénètre, et c'est celui qui domine la nature avec son logos, avec son langage. Et il unit les 3 ensemble. Et alors, donc voilà l'union. L'union, elle se fait autour de ce concept-là. Maintenant, le lien qu'il y a entre tout ça, c'est la violence. Manger de la viande, ça veut dire assassiner des pauvres petites bêtes. Or, comme nous sommes de pauvres petites bêtes, eh bien, assassiner un animal, par exemple tuer un oiseau, c'est comme tuer sa mère. Il y a cet exemple au sein du livre. C'est-à-dire, c'est tuer un des siens. Et donc, par conséquent, c'est ce refus de la violence et de la domination qui unit ici une certaine forme de féminisme, parce qu'il y a beaucoup de féministes qui mangent quand même de la viande, mais une certaine forme de féminisme, celle que je déploie ici, avec le véganisme. C'est le lien entre féminisme et naturalisme. Oui, c'est ça. On pourrait même forger un concept un petit peu compliqué, mais qui serait vraiment l'opposé total du carno-phallo-logocentrisme, qui serait non pas le carno, mais qui serait le végui, ou alors végéco. À la place du phallus, on met le clito, puisque ça, c'est vraiment ce dont on parle dans tous les magazines, comme quoi on l'aurait oublié, que voilà, etc. Donc c'est les végéco, clito, et à la place du logo, c'est le cardio. C'est le cœur, qu'on trouve chez Philippe Murray par exemple. Donc ça fait végéco, clito, cardio, féminisme ou acentrisme si on veut. Enfin bon, tout ça c'est un peu, mais c'est à peu près les valeurs qu'on déploie dans ce centre de rééducation. Alors on voit également, il y a une espèce de critique en creux du catholicisme. Pourquoi est-ce que les féministes, ces néo-féministes dans l'avenir, ce que peut devenir le féministe, s'opposent-elles à ce point-là au catholicisme? Le catholicisme, c'est encore la loi du père. C'est notre Père qui est aux cieux, ça va pas du tout. La seule personne qui peut être aux cieux, c'est la mère, et encore aux cieux, c'est trop haut. Il faut qu'elle soit en bas, puisque le but, c'est de réintégrer la nature. Donc la nouvelle déesse ici, c'est la terre-mère. En tout cas, c'est celle qu'on essaye de penser. La terre-mère, celle qui nous a nourris, celle qui nous fait. Et donc chacune des femmes est au fond comment on pourrait dire ça, est une forme particulière, et qui est couronnée par une sorte de nouveau Christ, qui ne peut pas être le Christ, parce que le Christ, là encore, c'est un homme. Là, vous avez trouvé quelque chose de très fort. Mais qui serait Christine. Voilà. Christine, c'est-à-dire celle qu'on a oubliée dans les écrits, comme, je me souviens plus de son nom, Dan Brown, je crois, avait fait avec le Da Vinci Code. Il avait réhabilité des figures féminines autour du Christ, et je crois que Philippe Murray s'en était beaucoup moqué dans ses écrits. Et bien là, de la même façon, on peut imaginer une réécriture de l'histoire, où on montre que tous les évangélistes, l'Église a réécrit la totalité de l'histoire pour effacer la figure de Christine et y mettre une figure de mâle, même s'il porte des valeurs largement féminines, il n'empêche c'est un mâle. Donc voilà, voilà un peu cette affaire et ce lien particulier qu'il peut y avoir avec le grand méchant catholicisme. Et pourquoi ces femmes néo-féministes voient les catholiques comme des cannibales ? Alors ça c'est au détour au fond c'est une critique très classique qu'il y a eu au début de l'Empire romain, où on disait mais ce sont des cannibales. Et ce sont des cannibales pourquoi ? À cause de la communion, où ils disent manger le corps du Christ. Donc au départ c'est une mécompréhension, disons, on ne connaissait pas la nature véritable du christianisme. Les hommes du centre qui accompagnent Alain Barfoll dans sa peine doivent apprendre à ouvrir le champ des possibles, écrivez-vous, à s'attendrir, à devenir un autre. Est-ce qu'au final, la féministe souhaite que l'homme soit totalement débarrassé de sa virilité ? Ces féministes-là, oui. Les féministes réelles, souvent mettent à jour ou déploient leurs propres contradictions. Il y a beaucoup de femmes qui écrivent, notamment par exemple Victoire Toyon, celle qui déploie, je ne sais pas si vous connaissez ce podcast très connu au nom magnifiquement élégant qui s'appelle Des couilles sur la table.
si ça vous dit quelque chose. Non. Il faut écouter, ça c'est intéressant parce qu'elle invite plein de féministes justement. Et donc Victoire Toyon, dans un livre qui reprend plein d'entretiens de Des couilles sur la table, elle dit qu'elle-même est pétrie de contradictions, puisque alors même qu'elle déploie des valeurs qui sont des valeurs féministes, elle aime bien les gros baraquets, elle aime bien les gros machos, et elle voit pas mal de personnes. Sinon elle, du moins ses camarades, pas mal de personnes qui sont pétries de ces contradictions-là. Et là, évidemment, dans un centre comme ça, c'est toute contradiction qu'on veut éliminer. C'est-à-dire, au fond, on est tous pétris de contradictions. Est-ce qu'un homme viril, c'est un macho en soi ? Alors, il faudrait savoir ce que c'est exactement qu'un homme viril. Si la virilité, c'est le fait de se dominer, de contrôler ses émotions, d'avoir du courage, d'avoir le sens de l'honneur, si c'est toutes ces choses classiques, au fond, qui sont le privilège, qui sont classiquement le privilège des hommes, mais que les femmes peuvent évidemment, à leur tour, reprendre. Elles le font d'ailleurs. Il y a des femmes viriles. On pense par exemple à Margaret Thatcher ou peu importe, ou même des sportives. Si c'est le cas, il y a un lien en tout cas qui est peut-être pas un lien essentiel. Là, on présuppose que ce lien-là est essentiel entre le machisme, c'est-à-dire la supériorité, le mépris des femmes, et la virilité. On peut penser, en dehors de ce cadre-là, qu'il y aurait une possibilité de réconcilier l'ancienne virilité avec une forme de respect des femmes. Au fond, on peut même penser qu'il en a toujours été ainsi. Hormis quelques cas, des cas qu'on met au centre aujourd'hui comme des cas dans lesquels les hommes se comporteraient mal, on va dire, on peut penser que la norme du temps passé, c'était à la fois la virilité et en même temps le contrôle de soi et le respect des femmes. On voit les féministes sont souvent accusées de vouloir humilier les hommes, voire de les castrer symboliquement. Est-ce que c'est exagéré selon vous ? Alors, il y a dans le discours féministe quelque chose qui a à voir avec ça. Quelque chose qui a à voir avec ça, c'est-à-dire qui a à voir avec l'idée, encore une fois, que la cause, la source du mal, c'est bien l'homme et son phallus, c'est tout ce qui déploie autour de ça. Maintenant, dans ma fiction, c'est clairement le cas. Dans la réalité, je vous ai dit, les choses sont évidemment beaucoup plus nuancées. Il y a beaucoup de féministes qui déploient un discours de ce type-là, mais qui, quand on leur dit « mais c'est de la castration », elles disent « mais pas du tout, j'aime les hommes, etc. » Il me semble qu'il y a quelque chose de contradictoire. Et ici, l'avantage de la fiction, c'est qu'on va au bout d'un certain discours et on montre qu'au fond, ça aboutit ici à une forme de castration. Est-ce que cette forme de castration, c'est pas derrière l'idée un petit peu de vouloir infantiliser l'homme ? Il y a des passages, vas-y mon grand, pleure, enfin Si, il y a quelque chose qui a à voir avec l'infantilisation, y compris d'ailleurs dans la réforme de la sexualité. C'est peut-être un retour de ces féministes à la maternité qu'elles rejettent, en fait, par ailleurs aussi. On gronde le grand méchant Alain Barfol, et quand le grand méchant Alain Barfol pleure, on le console. Donc c'est véritablement quelque chose de ce type-là au niveau de l'affection, mais y compris au niveau de la sexualité, puisqu'il s'agit, à un moment, il lui arrive une mésaventure avec un Turc, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec un grand Turc. Avec un masseur turc, donc on ne sait pas trop ce qui s'y passe, mais on devine un petit peu. Mais il s'agit ici de transformer la sexualité d'Alain Barfol. L'actif, doit devenir passif. Et il doit expérimenter ce que c'est que la domination, et peut-être expérimenter d'autres modes de jouissance plus clitoridienne, finalement, que la jouissance phallique et la jouissance ordinaire des mâles. Les prédateurs doivent vivre la condition des proies, c'est ce que raconte l'une des infirmières à Alain Barfol. Comment les féministes se servent, elles, de la culpabilisation ? On avait entendu quelque chose qui ressemblait à ça après MeToo. Il me semble que c'est Christiane Taubira qui avait dit « Maintenant, c'est à vous de devenir minoritaire ou de sentir la minorité » ou quelque chose de cet ordre-là. C'est une phrase qui correspond à peu près à ce genre de choses. Et alors, comment se servir de la culpabilisation contre les hommes ? Comment elles font pour les faire culpabiliser ? Pour les faire culpabiliser, elles font appel aussi à des valeurs qui sont celles des hommes. C'est-à-dire que les valeurs du respect, c'est des valeurs qui sont aujourd'hui partagées par tout le monde. Et on leur montre ici qu'ils ne correspondent pas, que dans leur existence, leurs actes ne correspondent pas à leurs pensées intimes. C'est-à-dire que ces pensées-là, nous aussi, nous sommes féminisés, dans le sens où nos valeurs, c'est des valeurs qui sont des valeurs qui traditionnellement sont portées par les femmes. C'est les valeurs de l'Occident aujourd'hui. Ou c'est les valeurs de la civilisation, peut-être, comme la galanterie. Vous allez au terme de la réflexion de ces néo-féministes actuels en disant, voilà, la galanterie n'est que l'extrême raffinement de la culture du viol. Donc là, c'est carrément hard. Et puis là, votre pack de bière, c'est du viol en puissance aussi.
Donc là, vous poussez le raisonnement jusqu'au bout. Là. À la limite, ouais, jusqu'à la limite. Le fait de vouloir fuir le réel dans l'alcool, ça va faire qu'on va perdre sa raison et qu'on va être emporté par ces pulsions primitives. Et donc les pulsions primitives du mal le poussent naturellement à violer, voilà l'idée. Même chose pour la galanterie. Alors ça, c'est plus subtil, parce que la galanterie, c'est l'exact contraire du viol. C'est le fort, le mâle fort, qui dépose le genou devant l'être faible et qui donne sa vie pour elle. C'est la règle de la les règles de la chevalerie. C'est les règles de la chevalerie. Ouais. Alors là, elles sont considérées comme l'extrême raffinement de la culture du viol, parce qu'une telle position de l'homme face à la femme fait que la femme, elle s'habitue à la passivité, et étant donné qu'on lui donne tout, elle doit bien rendre quelque chose, et la seule chose qu'elle doit rendre à la fin et qu'elle peut rendre, c'est son corps. Et vous voyez que c'est un moyen pour le galant de mettre la femme dans son lit, et donc en ce sens-là, de rétablir le lien de domination. Ouais. C'est ça, ce qui équivaut à une forme de viol par la ruse, si vous voulez. Voilà, ce genre de discours existe. Alors, je le disais tout à l'heure, au cours de sa peine dans ce centre de rééducation, Alain Barfol va être enlevé par un groupuscule d'identitaires masculinistes, j'ai beaucoup de mal avec ce terme, masculinistes, c'est pas très beau, qui ont fait de Lino Ventura leur modèle. Alors, c'est quoi les valeurs des masculinistes ? Alors, les valeurs des masculinistes, c'est les valeurs traditionnelles, vous disiez tout à l'heure de la chevalerie, c'est celle-là. Hein. C'est l'honneur, c'est le courage, c'est la maîtrise de soi. C'est des valeurs qu'on trouve au cœur du stoïcisme, par exemple, hein, qui est, disons, le modèle pour former classiquement les hommes à la difficulté de la vie. Pourquoi vous les tournez en dérision, alors, ces pauvres masculinistes ? Eh ben, je les tourne en dérision. Vous les faites passer pour des bras cassés, pour des gars qui ne savent pas accrocher un tableau au mur Il y a plusieurs masculinismes. Hein. Je me suis renseigné un petit peu sur cette affaire-là. Il y a beaucoup de masculinistes qui sont des masculinistes par réaction et qui veulent défendre ces valeurs-là parce qu'ils ont perdu la partie. Et donc qui se plaignent de la nouvelle domination des femmes. Donc c'est déjà des individus qui arrivent perdants. Au fond, il est vraisemblable que dans ce camp-là, il y ait beaucoup de gens de ce type-là qui soit gorgé de ressentiment envers les femmes et qui soit peut-être pas à la hauteur finalement. Le seul qui est à la hauteur dans ce camp, c'est le directeur qui s'appelle Arnaud Rocheri, je crois, hein, qui est une parodie de Julien Rochdy. Ouais. J'espère que ça lui plaira, hein, le fait d'être parodié comme ça. C'est le seul qui est peut-être à la hauteur, mais vis-à-vis d'un modèle qui est peut-être dont une partie est peut-être morte. Parce que vous voyez, les anciens, même le stoïcisme ou la chevalerie, certes, c'est du courage, de la maîtrise de soi, mais au service d'un idéal qui est plus grand que soi. Et le propre du monde moderne, c'est que ce plus grand que soi, Dieu est mort, disait Nietzsche. Et on vit la mort de Dieu, c'est-à-dire qu'on vit le fait qu'on n'est plus, on a notre corps, on a nos idéaux, on a nos vertus à former, mais il n'y a plus d'idéal plus haut que nous vers lequel le déployer. Et c'est une sorte de virilité vaine, un peu que celle des nouveaux virils. La virilité, quand on veut faire la guerre, tout à fait. Il faut la forger. Quand on veut combattre pour Dieu, tout à fait. Mais quand on veut, au fond, on ne sait plus trop quoi, c'est là que la virilité, le masculinisme, tout ça, sombre dans une forme de dérision. Quand quelqu'un dit à quelqu'un aujourd'hui « quelle virilité », aujourd'hui c'est souvent de l'ordre de la moquerie. On ne peut plus prendre ça au sérieux. Il y a quelque chose de mort, en tout cas dans l'ancien masculinisme ou dans l'ancienne virilité. Et toute la question est de savoir s'il peut y avoir une virilité moderne, comme certains le proposent, hein, qui puisse survivre à la mort, disons, pour le dire rapidement, à la mort des idéaux ou à la mort de Dieu. Alors on apprend dans votre histoire, évidemment c'est fictif tout ça, au nom de l'égalité, la Suède vote une loi obligeant les hommes à uriner assis dans les lieux publics. Est-ce que vous pensez qu'à terme, le féminisme dans sa progression puisse aller jusqu'à des dérives comme ça ? Alors c'est une loi qui a été proposée en 2013. Hein, ça a été proposé en 2013, ça a été refusé pour plein de raisons, mais quand même en Suède elle a été proposée. On peut imaginer que, pour des raisons, évidemment pas pour castrer les hommes, officiellement, en réalité si. En réalité, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la vengeance. Non seulement parce que les femmes ne peuvent pas le faire, enfin maintenant elles peuvent le faire, hein. Il y a des appareils qui permettent de faire ce genre de choses. Je crois que c'est l'armée américaine qui a inventé ça. Donc théoriquement elles peuvent le faire. Mais parce que les hommes traditionnellement, donnent une valeur particulière au fait de « moi je pisse debout, monsieur ». Et ça, c'est plus possible. Au fond, le fait de pisser debout ou pisser assis, ça n'a aucune importance. Mais le fait qu'on se mette à valoriser ce genre de choses, pour certaines féministes, c'est quelque chose d'insupportable. Et on peut imaginer, alors évidemment là c'est une utopie, enfin une dystopie que je crée, donc j'exagère tout. Mais que cette idée effleure la tête de certaines, même de certains, ça ne me paraît pas complètement aberrant. Ça va avec, disons, le mouvement de l'époque.
Il y a un nom qui revient beaucoup dans votre roman, Alexis Le Gallais, c'est celui de Niki de Saint-Phal, qui a été plasticienne, peintre, sculpteur. On apprend, alors j'ai appris en lisant sa biographie qu'elle a été donc violée par son père à 11 ans, dépression à l'âge de 22 ans, entrée dans un hôpital psychiatrique où elle a subi des électrochocs. Aujourd'hui, cette Niki de Saint-Phal est une référence dans le féminisme. Pourquoi faire d'une femme avec des problèmes psychiatriques une référence intellectuelle? On peut imaginer que c'est une martyre, justement. Et donc une martyre, c'est très important de la mettre sur le devant de la scène. Après, elle a une œuvre très particulière et très intéressante, notamment avec ses nanas. Alors là, la référence, c'est le Jardin des Tarots, qui est en Toscane, justement, une sorte de village gigantesque au centre duquel trône un sphinx féminin, donc une sorte de déesse qui correspond à peu près à la terre-mère, disons, enfin, en tout cas dans le cadre du livre. Et elle a aussi créé, par exemple, les nanas, où vous avez des femmes qui sont très rondes, qui sont fières de leur rondeur, et qui sont, et c'est ça qui est important, totalement émancipées apparemment du regard masculin. C'est pas des femmes érotiques. Et c'est ça qu'un certain féminisme vise, libérer la femme du regard de l'homme qui l'avait objectivée. Et donc, par exemple, cultiver au lieu... Je vous donne un exemple comme ça d'éléments comiques que j'ai rencontrés. Au lieu de parler des seins, eh bien, certaines parlent de protubérance mammaire. Il s'agit absolument d'éliminer de la langue elle-même toute référence érotique au regard de l'homme. Oui, c'est faire de la poitrine quelque chose de quasiment moche ou... Enfin, en tout cas, quelque chose qui ne se définit neutre, que... ouais. Alors, le problème, c'est qu'en effet, en le définissant comme ça, on le médicalise et on en perd même toute la beauté, y compris si on voulait créer quelque chose comme une poésie de soi. Ouais. C'est très compliqué d'inventer un vocabulaire qui soit de ce type-là. Mais il est vrai que toutes les parties du corps féminin, elles sont de toute façon dans la langue, érotisé, poétisé par le rapport qu'il y a avec le langage de l'homme, un langage masculin. Toutes ces règles de ces néo-féministes, il faut penser comme ci, il faut penser comme ça, à un moment vous l'expliquez très bien, on pose des blagues un petit peu sexistes aux patients qui sont là et on voit leur réaction. En fait c'est terminé, le temps de la spontanéité, il faut réfléchir avant de rire, quoi. Oui, c'est ça, il faut réfléchir avant de rire parce que le rire, vous savez, le rire, c'est le mal. Ça, on connaît ce thème très classique, il y a ça dans Le Nom de la Rose d'Umberto Eco. Le rire est diabolique, dit Baudelaire. Alors Baudelaire dit ça, c'est un rieur lui aussi. Mais le rire est diabolique, pourquoi ? Parce que ça suppose qu'on se sépare de la douleur de l'individu dont on rit. On s'en sépare alors même que, et c'est ça c'est en quoi va consister la rééducation des hommes qui rient, alors que la base à partir de laquelle ils rient est toujours quelque chose de l'ordre du tragique, de la souffrance. Alors il y a des blagues sur les blondes par exemple, et on rit des blondes alors même qu'on ne voit pas le caractère terrible de la vie d'une blonde ordinaire, notamment de la blonde dont on parle dans ce livre-là. On ne voit pas qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la brûlure, l'exploitation et tout genre de choses. Donc il faut penser avec le cœur, plutôt que de penser avec la tête qui a toujours tendance, surtout chez les hommes et dans un modèle classique, à se séparer du cœur. L'intelligence, c'est classiquement opposé au cœur. Il s'agit ici de réconcilier l'esprit avec le cœur, plutôt de se faire cœur tout entier, afin de ne pas survoler les souffrances et d'en rire de façon totalement illégitime. Donc entre ces féministes et ces masculinistes, André Barfol a parfois un petit peu de mal à s'y retrouver. Où est l'équilibre ? Et c'est la grande difficulté dans laquelle il me semble, notre époque est plongée. C'est-à-dire à la fois, on est tous travaillés par les questions du féministe. Et par exemple, la révolution MeToo, elle a heurté beaucoup de gens. Et puis, on s'est interrogé soi-même sur ses propres comportements. Donc, ça, c'est le premier point. Et de l'autre côté, l'ancien masculinisme, là aussi, il semble bien, me semble-t-il en tout cas, j'allais dire, semble-t-il au personnage principal, plutôt, puisqu'il s'agit encore une fois d'une fiction et pas d'un essai, il semble qu'il ne puisse pas y adhérer non plus. Donc il faut qu'il invente quelque chose. Alors il invente quelque chose, lui il trouve une solution à la fin, qui lui permet à la fois de sauver finalement une figure très classique de la virilité, qui est le modèle du héros, tout en la mettant au service de façon complètement tartuffienne, au service du féminisme. Voilà sa solution à lui.
Alexis Le Gaillet, votre roman est vraiment c'est drôle, hein, ça se lit rapidement, c'est vraiment très sympa, il y a à peine 200 pages, voilà, 187 pages. Alexis Le Gaillet, Délivrez-nous du mal, téléspectateurs, si vous voulez lire ce roman, il est sur la boutique officielle de TV Liberté. Alexis Le Gaillet, merci. Merci beaucoup à vous.